Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Audrey, après la partielle qui a eu lieu dans Arthabasca, voilà qu'on a un tout premier sondage, le coup de sonde depuis cette partielle. Oui, et vraiment, ça a propulsé le Parti québécois. On sait qu'il a remporté cette partielle-là. Et ça profite quand même parce que le Parti québécois est venu finalement solidifier son avance depuis le dernier sondage en juin. Il a progressé de 5 %, ce qui fait que s'il y avait des élections maintenant, il obtiendrait 35 % des appuis, 45 % chez les francophones, c'est quand même pas rien. Les autres formations politiques ont relativement stagné. Il y a le Parti libéral qui est en perte de 2 points, les conservateurs de 4 points, mais c'est vraiment le Parti québécois là, qui a été propulsé. Paul Saint-Pierre Plamondon aussi fait bonne figure. Parmi les chefs qui feraient le meilleur premier ministre, il récolte 26 %. Il y a l'appui à la souveraineté, par exemple, qui reste à 36 % et 27 % des répondants disent qu'ils voteraient contre un référendum sur l'indépendance du Québec. Donc ça joue peut-être un petit peu contre le Parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamondon. Et le gouvernement Legault, lui, a quand même du travail à faire pour remonter la pente parce que il demeure quand même impopulaire. 67 % des électeurs sont mécontents de son travail. C'est une tendance depuis l'automne 2023, là, de sondage en sondage. Ça va pas bien pour la CAQ. La proportion d'insatisfaits a augmenté de 20 points. Donc, ce sera difficile à remonter pour François Legault, surtout qu'il y a quand même un désir de changement qu'on sent dans ce sondage-là. Et visiblement, le remaniement ministériel que François Legault espère pour rebrasser un peu la sauce et redonner un nouveau souffle au parti, ça ne changera pas grand-chose pour les répondants. Là, il y a quand même près de 60 % qui pensent que ça va pas aider la CAQ. Oui, mais je suis pas surpris du tout de voir ces chiffres-là. Premièrement, pour le Parti québécois, c'est beaucoup, là, une augmentation de 5 % en même temps. Il n'y a pas d'autres partis qui ont fait tant bonne figure que ça. On s'attendait à ce que le Parti conservateur, par exemple, donne une lutte beaucoup plus serrée. On s'attendait peut-être même à ce qu'Éric Duhem réussisse à remporter un premier siège. Bon, on se comprend, c'est pas une défaite catastrophique pour eux du tout. M. Duhem va avoir l'occasion absolument de se reprendre. On voit même que une grande proportion des Québécois et Québécoises qui veulent qu'il y ait au moins un siège au Parti conservateur là, pour qu'on ait une représentation démocratique plutôt de la chose, considérant qu'il y a à peu près 500 000 personnes et plus qui ont voté pour eux à la dernière élection. Là où je suis pas surpris pantoute, c'est de voir que la plupart des gens sont cyniques vis-à-vis le prochain fameux remaniement ministériel suprême de M. Legault. Je dis suprême en riant parce que c'est comme si on accrochait tout là-dessus. Là. On a tout misé, ou presque là-dessus, du côté de la coalition Avenir Québec. C'est ça le plan, l'annonce qui s'en vient la plus grosse, entre guillemets, pour eux, c'est qu'on va remanier les ministres. Qui va aller où? Puis est-ce qu'ils vont avoir le temps de maîtriser leur dossier? Après ça, il te reste 1 an avant les prochaines élections. Je m'excuse, mais piloter un ministère, c'est quelque chose qu'on se rend de plus en plus compte, là, au fur et à mesure où on a des ministres qui s'assoient dans des sièges puis qui ont bien de la misère à comprendre puis à saisir leur dossier. Hey, c'est compliqué. Gérer un ministère. C'est une grosse tâche. Puis la plupart du temps, tu te ramasses dans un portefeuille dans lequel tu n'as pas mené des études poussées. Tu n'es toi-même pas un expert ou une experte. Et moi, j'ai hâte de voir dans lesquels on va placer du nouveau monde. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Est-ce que tu peux vraiment changer l'ADN d'un parti en faisant un remaniement? Moi, je pense que ça va prendre une victoire à la CAQ. J'arrête pas de me répéter là-dessus. Mais ils n'ont pas de victoire ou de succès apparent et majeur dans les yeux de la population. Tout ce qu'ils ont promis, ou presque, ça marche pas. La filière batterie, les grands projets économiques, à date, c'est capote. Après ça, ils ont promis qu'on allait investir dans l'éducation, que ça allait être la priorité du gouvernement. Ils font des coupes massives, ça prend une pétition quasiment record pour qu'on soit capable de reculer puis de revenir en arrière. Après ça, est-ce que c'est M. Drainville qui reste ou on le remplace par quelqu'un d'autre? Une autre question qui est en suspens, mais il n'y a pas un succès de ce côté-là. Le troisième lien, mort-vivant. On ne sait plus où donner de la tête. Le projet faramineux, pharaonique, ça coûte des milliards à produire ce truc-là, alors qu'on dit qu'on a des énormes déficits, mais on veut absolument faire ce projet-là parce qu'on a perdu une partielle à Québec. C'est incompréhensible. Puis là, il n'y a pas une pelletée de terre dans ce projet-là. Puis je pourrais continuer comme ça longtemps. Tout ce qu'on a promis, ou presque, il n'y a rien, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien de concret dans l'assiette des Québécois aujourd'hui qui regardent ça et qui font « OK, on a reçu 2 chèques, maintenant, quoi? »
Moi, je ne vois pas comment ils peuvent remonter la pente jusqu'à ce qu'ils aient au moins un bon succès électoral. Ça va prendre du vent pas mal. Après ça, l'effet Pablo Rodriguez, on l'a comme surestimé avant même qu'il soit assis dans la chaise. On se comprend que la compétition n'était pas féroce contre lui. Il y avait Denis Coderre qui se mettait une bonne idée, un pied dans un plat, une bonne idée, un pied dans un plat. Ça n'a pas levé fort sa campagne, puis M. Rodriguez a été comme élu par défaut. Maintenant, ça va y prendre des mesures, ça va prendre de quoi de concret de plus que « Oh non, la souveraineté s'en vient, vite revoter pour les libéraux ». Je m'excuse, ça va prendre des vraies mesures mises de l'avant, puis... Québec solidaire, t'as combien dans ce sondage-là? On n'en a même pas parlé, puis je pense que c'est pas pour rien, malheureusement. Parce qu'ils sont... c'est 22% chez les jeunes de mémoire. 22% chez les jeunes. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais... Ouais. Non, mais ça aussi, c'est problématique, là. On a eu un moment où, à Québec, on avait l'impression que les partis politiques se donnaient une bonne balance. La CAQ avait, quelque chose comme 92 députés au sommet de sa forme, mais on avait quand même des oppositions qui étaient relativement féroces. Les libéraux se cherchaient, mais étaient capables de donner du fil à retordre en chambre. Le Parti québécois a toujours été mordant, puis on met des idées de l'avant. Québec solidaire, à un certain point, aussi talonnait sur les dossiers qui leur sont chers, les dossiers environnementaux, le dossier des voitures électriques, des dossiers du logement sur lesquels ils ont été intraitables. Mais est-ce qu'on entend depuis un moment Québec solidaire? Québec c'est 9%. C'est ça. Si 9%. Des élections avaient lieu aujourd'hui, c'est 9%. Mais c'est catastrophique pour une formation là, qui était en pleine montée. Pensez à il y a 8 ans, il y a 4 ans, on voyait une progression, là. On l'a perdu. On a perdu les gains qu'on a faits en région. On n'est pas capable de s'éloigner de nos querelles internes. Non, vraiment, c'est... Gabriel Nadeau-Dubois qui a quitté également le parti. Exact. C'est son poste de co-chef. De co-porte-parole, exact, de Québec solidaire. Voilà. Non, c'est pas tout rose pour bien des partis en ce moment au Québec, à part le Parti québécois. Il reste encore 1 an avant les prochaines élections générales, puis on sait que une semaine seulement, c'est une éternité en politique. C'est pas fini tout ça. On a aussi des données pour le fédéral, Audrey. Oui, avec le gouvernement de Mark Carney qui continue de surfer sur la vague, comme on dit, continue quand même d'être bien, de recueillir la faveur des électeurs. Ça fait 4 mois qu'il est élu. Il a été élu sous promesse de régler la situation des tarifs. C'est pas fait pour l'instant, mais les gens lui donnent encore le bénéfice du doute parce que je pense qu'on comprend que c'est pas nécessairement facile de négocier avec Donald Trump. Donc, le Parti libéral est toujours en tête des intentions de vote avec 43%, suivi du Bloc québécois à 28%, du Parti conservateur à 22%. C'est à peu près les mêmes données que lors du scrutin. Le taux de satisfaction aussi envers le gouvernement Carney est élevé, 55%. Contre 29% qui se disent insatisfaits et 48% pensent que Mark Carney est encore le meilleur premier ministre, ferait encore le meilleur premier ministre s'il y avait des élections aujourd'hui. Mais les choses pourraient bientôt se corser. On se rappelle que Pierre Poilievre va faire son retour donc à la Chambre des communes. Donc, il devra affronter... C'est ça le test. C'est ça le test, Audrey. T'as bien raison. Affronter, c'est un bon mot. Parce qu'on se comprend que Pierre Poilievre a bien des défauts, mais il y a bien des qualités aussi, dont celle d'être un orateur, qui punch, là, en termes d'impro, là. Quelqu'un qui est capable là, d'aller mettre des déclarations percutantes dans les dents de ses adversaires politiques, puis de trouver là, tous les slogans. Je me plais souvent à dire ces temps-ci que les stratèges du Parti conservateur au fédéral là, doivent être en train de plancher sur des slogans aussi mordants que la juste inflation, puis axe de taxe, parce que là, ça s'applique plus, ces slogans-là. Ils doivent être en train de trouver des nouvelles rimes, mais c'est certain que ça va changer le paysage du moment où on va avoir des séances à la Chambre des communes. On n'en a pas vraiment eu pour Mark Carney jusqu'ici. Le peu qu'il y a eu là, de débats parlementaires et de grandes déclarations reprises après ça dans les bulletins de nouvelles, c'était sans Pierre Poilievre à la Chambre des communes. Un moment où là, tout le monde parlait juste des tarifs, qu'il a été élu dans une élection un peu, pas broche à foin, mais qui sortait un peu de nulle part dans une campagne électorale qui avait de l'air simplement d'une parade de victoire vers la fin où on s'attendait à ce que M. Carney finisse par être élu. Vraiment, le paysage au fédéral aussi est bien bizarre.
j'ai l'impression. On se comprend, le Bloc québécois ne peut pas remporter vraiment des élections, déjà là. Après ça, le NPD est faible, comme on l'a rarement vu. Ils n'ont pas de nouveau chef. Avec Jagmeet Singh, ça marchait plus, il est parti. On a encore une fois une espèce de paysage où on a des oppositions qui sont affaiblies. On a un parti conservateur qui, clairement, la population canadienne, il y a une grande frange qui ne voudra jamais voter conservateur. Qui n'aiment pas la rhétorique de M. Poilievre, qui, peu importe là, ce qu'on essaie de mettre de l'avant, ils voteront pas pour eux. Ils vont se préférer se réfugier derrière un Mark Carney qui est un peu la même chose que M. Trudeau, mais pas vraiment. C'est la même équipe, mais on est différent, on vous promet, juré, craché. On va réduire les déficits, mais le prochain va peut-être être encore plus gros que ceux de M. Trudeau. Tu sais, on est comme retourné vers le confort au Canada. On est retourné vers le confort. Les autres options ne sont pas particulièrement attrayantes. Vraiment deux paysages politiques, je trouve, intéressants, mais qui vont peut-être se corser là, dans la prochaine année, et au fédéral et au provincial. Le dossier, ça clique. On est revenu cette semaine. On est dans le crunch. Ouais. Avant les témoignages chocs de la fin de la semaine, il y avait déjà pas mal de choses qui se sont dites. Et ça, c'est un autre dossier qui fait mal au gouvernement de François Legault en ce moment. J'en ai même pas parlé tantôt. Ben oui, hein? C'est ça. Il y a encore eu de nouvelles révélations explosives qui ont à nouveau plongé le gouvernement dans l'embarras. Ce qu'on a appris hier, c'est que le ministre Bonnardel et son entourage savaient que les coûts avaient explosé en 2021 et que les vrais chiffres, finalement, n'ont jamais été communiqués aux parlementaires. C'est ce qu'on a appris hier. Les élus avaient été informés d'un budget de 458 millions pour mener à terme les 3 livraisons du projet. Et lors d'une rencontre avec la SAQ, le ministre Bonnardel a été informé que le coût du projet s'élevait à 682 millions à la suite d'un litige avec l'Alliance. Et là, le commissaire Galland est allé demander pourquoi est-ce qu'on n'informe pas les parlementaires. Et là, le conseiller qui témoignait a répondu que c'était parce qu'il y avait des balises qui encadraient la reddition de comptes au Conseil du Trésor. Donc, bref, c'est encore des révélations où les gens, on se posait la question, est-ce que le gouvernement savait, est-ce qu'il ne savait pas, qui savait quoi? On est en train de rentrer dans le vif du sujet. Là. Moi, ce dossier-là m'énerve pour tellement de raisons. Là, on s'entend qu'on a longtemps énuméré, mais la première, je pense, c'est que c'est le genre de dossier qui alimente tellement le cynisme de la population, qui est déjà cynique par rapport à la politique. On se comprend? T'es au Québec, là, t'as pas besoin de suivre autant la politique que nous, on peut le faire, par exemple, à l'émission, ou même que vous, à la maison, vous le faites en écoutant, par exemple, là, des médias officiels comme nous à Cube, comme d'autres médias. Il y a des gens qui sont pas informés pendant tout en politique, mais presque tout le monde au Québec, c'est une affaire. Ah, notre système de santé, c'est de la chenoute, ça marche jamais. Les tribunaux sont engorgés, ça marche jamais. Nos systèmes sont corrompus, les gouvernements dépensent de l'argent fou. Tu sais, c'est des affaires qu'on va entendre d'à peu près n'importe qui, même s'ils ne s'informent pas sur la politique. Et comment essayer de leur prouver qu'ils ont tort? Moi, ça m'énerve parce que j'en fais un combat personnel dans la vie d'essayer de réintéresser les gens à la politique, d'essayer de mobiliser le monde parce que c'est comme ça que tu finis par avoir un processus qui est de plus en plus démocratique, c'est la participation de tout un chacun. D'être capable de s'informer juste un tout petit peu, au pire, puis d'être capable de prendre des choix éclairés pour qu'on avance comme société. Mais ça, là, le dossier, ça clique. Pour la plupart du commun des mortels, là, des gens qui suivent pas ça assidûment, c'était pas notre collègue Nicolas Lachance assis à la commission, là. Tu vois des tableaux sortir, puis des redditions de comptes, puis oui, mais dans tel courriel de tel sous-ministre, de tel échange, on en a parlé, mais pas des mots exacts. Ça, là, ça doit faire sacrer le monde à la maison, parce que tu comprends rien. Personne n'est responsable. Tout le monde se lance la balle. On dirait qu'on essaie de tout le temps... C'est comme s'il y avait tout le temps une excuse de pourquoi on n'en a pas parlé. Pourquoi... Tu sais, en 2021, je veux dire, c'est 2 ans avant le lancement de sa clique, là. Ouais. 2 ans. Lancement qui a été un flop, en passant. Oui. Souvenons-nous. Tout cet argent pour un flop. Puis encore là, j'ai essayé de faire un changement d'adresse sur sa clique là, directement. Puis il faut que j'appelle à la SAC pour faire un changement d'adresse, chose qui est supposée être hyper simple. En tout cas, aux dernières nouvelles, là, je ne sais pas si ça a changé. On est censé acheter un véhicule, ma conjointe et moi, et tout le dimanche, alors qu'on était supposé aller justement faire ça, le site de la SAC était complètement capote. Ouais. On ne pouvait pas avoir accès au site. C'est un dimanche. Au seul moment où j'en ai eu besoin dans toute mon année, il était pas disponible.
Je ne sais plus quoi dire, puis je trouve ça dommage pour l'image que ça projette de notre système de gouvernement, de l'image que ça projette aux gens, là, aux provinciales. J'espère qu'on va avoir des bonnes recommandations. J'espère qu'on va essayer d'apprendre de nos erreurs puis de plus faire ça. Mais je regarde les autres projets informatiques. En santé, par exemple, le CIFAR, là, on s'en va dans le mur encore. Ça semble être toute la même affaire, ou presque. Puis on va nous sortir quoi? Les mêmes excuses? Mais je savais pas que ça allait être aussi cher. Pour vrai, c'est compliqué, les projets informatiques. C'est désespérant. Puis en santé, on part tellement de plus loin. Là, il y a encore des fax. Marianne, pour moi, pas ces fax ce matin. Regarde, voilà, le doux son. Ouais, ça nous rappelle des bons souvenirs. D'ailleurs, on va en reparler. Restez avec nous, juste avant 8 heures. On va en parler avec Steve Fortin, qui est chroniqueur techno. Parce que j'ai tellement de questions juste au niveau de l'attribution de contrats en informatique, en numérique, en transition au Québec. Il y a trop de questions, puis il faut qu'on essaie d'y répondre d'un angle extérieur un peu à la politique. Rapidement, Audrey, Air Canada aussi, on a beau avoir réglé là, l'entente qui va être présentée aux membres, entente de principe, la grève est finie. Il y a des répercussions quand même en masse. Oui, et l'entente de principe, elle n'a pas été votée non plus. Là. Est-ce que les membres vont l'accepter? Ça, c'est une autre chose. Il y a des vols qui ont repris quand même hier. À peu près 450 vols qui ont décollé, sauf qu'il va y avoir quand même des centaines de vols qui vont être annulés au cours des prochains jours avant le retour à la normale parce que c'est extrêmement complexe de revenir à la normale. Ça pourrait prendre 7 à 10 jours parce qu'il y a plusieurs avions et équipages qui ne sont pas au bon endroit pour permettre la reprise des vols. Donc, il faut les rapatrier, tout ça. C'est compliqué. Il y a une politique qui a été mise en place en cas de perturbation, mais il y a des gens hier encore qui disaient que c'était difficile de rejoindre le service à la clientèle d'Air Canada. Donc, les passagers ne sont pas au bout de leur peine. Si vous avez des billets en ce moment d'Air Canada, on vous suggère de les... on parlait des experts hier qui suggéraient quand même de les conserver parce que vous ne savez pas si votre vol va être annulé ou pas. Mais si vous avez des projets de voyage dans les prochains jours, peut-être vous diriger vers une autre compagnie aérienne pour le moment, là, mais en tout cas, vérifiez quand même le site d'Aéroport de Montréal avant de vous déplacer. Marianne, on a une bonne nouvelle au box-office québécois. C'est le film Menteuse qui est en train de battre des records. La comédie, je vais la qualifier la comédie de l'été d'Émile Gaudreau, scénario de Éric Kaboulian et Sébastien Ravary. Ça a été présenté pour la première fois au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en juin dernier. C'est à l'affiche depuis le 9 juillet dans les salles de cinéma à travers le Québec. Je vous rappelle que ça a été mis à l'affiche le 9 juillet. À la mi-juillet, après seulement 10 jours à l'affiche, c'était le premier film québécois à dépasser la barre du $1 million en box-office en 2025. Et là, 6 semaines après sa sortie en salle, le film cumule maintenant des recettes de plus de 2,5 millions de dollars au box-office québécois. Ça met en vedette, entre autres, Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, Catherine Chabot, Rémi Girard et j'en passe. On s'inspire beaucoup de l'univers du film à succès Menteur qui a été diffusé en 2019. Donc, on suit cette fois-ci Virginie qui, elle veut vraiment rendre les gens autour d'elle heureux, mais tellement heureux qu'elle va mentir. Et là, son conjoint, lui, il redoute de ce moment-là, puis il se dit, Colin, ces mensonges vont devenir réalité. Et c'est ce qui se passe. Et là, on a comme plusieurs univers, des multivers qu'on appelle, dans lesquels elle va se retrouver en se demandant, voyons, j'ai-tu vraiment dit ça comme mensonge? Oui, ça devient réalité. C'est tellement drôle, pour vrai. J'ai passé mon heure à rire aux éclats pendant plusieurs de ces sketchs. C'est le fun de voir des artistes aussi à l'œuvre dans ces personnages-là. Anne-Élisabeth Bossé, Antoine Bertrand, je leur lève vraiment mon chapeau pour ce film-là. Et si jamais, pour se remettre un petit peu dans le bain, vous n'avez pas encore vu le film, voici un extrait de la bande-annonce. Ça va pas, mon amour? Mon frère Simon, il a trop menti. Ces mensonges sont devenus la réalité. Ça, moi, je suis devenu le gars le plus bad lucké sur la terre. Toi, t'étais amoureuse de lui. Puis mes parents, ils étaient devenus super méchants. Ils arrêtaient pas de dire à Simon, « Ferme ta crise de gueule! » C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. Moi, je te regarde aller. J'adore la politique, j'en mange. Puis j'ai peur. Phil peut être bien soupe au lait. Très drama queen. Chloé, alors commence à consommer. Tu sais, la poudre, des fois. Fais attention aux mensonges de trop.
Honnêtement, je regarde la bande-annonce puis je ris déjà. Pour vrai, allez-y, c'est super bon. Si jamais vous voulez aller le voir, il est encore à l'affiche dans certaines salles au Québec. C'est vraiment un film à voir, du moins d'ici la fin de l'été. Et au sport, nos collègues de TVA Nouvelles ont fait une entrevue avec Juraj Slavkovski qui a l'air d'avoir le couteau entre les dents, sincèrement, avec la fougue qu'on lui connaît. J'ai tellement hâte à octobre de voir nos glorieux en action. Pour plus d'informations, allez sur l'application Cube et sur le site cube.ca.